Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, même si cela se fait en virtuel, en raison, vous l'aurez compris, de la situation sanitaire actuelle. Je m'appelle Éline de Mathuisieux et je suis professeure agrégée d'anglais, ATER et doctorante à l'Université de Strasbourg. Ich freue mich sehr, heute diesen Vortrag halten zu dürfen. Si cette journée d'études est placée sous le signe de la science-fiction, je souhaiterais vous présenter une œuvre canonique du merveilleux héroïque, également appelée fantasy dans la tradition anglo-saxonne. En effet, grâce à leurs frontières poreuses, ces deux genres narratifs sont souvent associés aux littératures de l'imaginaire, par opposition aux modes plus réalistes. Je vous invite donc aujourd'hui à effectuer un bref voyage en Middle-earth pour rencontrer les orques et Uruk-hai de l'univers tolkienien. Ces créatures, chronologiquement post-humaines, n'ont rien à envier aux monstres gothiques et autres golems frankensteiniens, et pourraient même, dans une certaine mesure, être interprétés comme les précurseurs de robots androïdes. Il semblerait que certains motifs de la science-fiction s'invitent dans le merveilleux héroïque, les orques et Uruk-hai étant des aberrations génético-industrielles, posant des questions de bioéthique toujours d'actualité. Toutefois, loin d'être plus humains qu'humains, ces êtres se placent sous l'égide de la déshumanisation. Héritiers de la littérature gothique, ils s'avèrent bestiaux, sanguinaires et humanicides. À moins que ces deux espèces ne soient que de grotesques caricatures, en partie en raison des simplifications à outrance liées aux adaptations visuelles. Pour commencer, penchons-nous sur la notion de création, nécessaire à la compréhension de l'origine de la vie, biologique, naturelle ou artificielle. Si la science progresse tous les jours, peaufinant les hypothèses de Big Bang et de Big Crunch, la mythologie monothéiste propose une solution des plus claires. Au commencement était le néant, et puis, par une pirouette métaphysique, une divinité est apparue, créant la vie, y compris des créatures célestes. Dans le Silmarillion, Tolkien, catholique revendiqué, s'inspire très fortement de cette genèse. Au commencement était le néant, et puis, par une pirouette métaphysique, une divinité, Eru Ilúvatar, est apparue, créant par la pensée des créatures célestes. Sur ces illustrations de John Howe, vous reconnaîtrez par exemple les figures angéliques de Saruman, Gandalf, Sauron et les Balrogs de Morgoth. Mais en vérité, Gandalf, Saruman et les autres ne sont pas les premiers êtres créés par Eru Ilúvatar. Ce dernier a d'abord fait naître, par la pensée, les Ainur, les entités placées au plus haut de la hiérarchie céleste. Par la musique, ils créent ensemble l'univers, Ea, et la terre, Arda. C'est ce que l'on appelle Ainulindalë, la musique des Ainur. Une fois que la création du monde fut achevée, grâce au pouvoir de la musique, certains Ainur décident de s'incarner dans le monde physique, devenant les Valar, mentionnés en filigrane dans Le Seigneur des Anneaux. Les Ainur les moins puissants deviennent les Maiars, et parmi eux, vous connaissez les 5 Istari, c'est-à-dire les magiciens Gandalf le gris, Saruman le blanc, Radagast le brun, et les 2 magiciens bleus dont on ignore presque tout. Parmi les Maiars se trouvent également Sauron et les Balrogs de Morgoth. Après l'incarnation des Valar, Eru Ilúvatar façonne les elfes et, bien plus tard, les êtres humains. Les Valar s'essayent eux-mêmes à l'exercice. C'est ainsi que Manwë donne naissance aux grands aigles que nous apercevons à la fin du Seigneur des Anneaux. Aulë crée les nains et Yavanna les Ents. Melkor, aussi connu sous le nom de Morgoth, maître de Sauron, est le seul à s'être tourné vers les ténèbres, tel un nouveau Lucifer rebelle. C'est pourquoi, au lieu de créer ex nihilo, il pervertit l'existant, donnant ainsi forme aux trolls et aux dragons.
Dès lors, qu'en est-il des orques? Leur origine est particulièrement problématique et des zones d'ombre persistent pour l'auteur lui-même, comme il l'indique dans sa correspondance. Si Melkor Morgoth est incapable de donner la vie ex nihilo, il a cependant le pouvoir de créer par perversion, par corruption, sur un mode parodique du simulacre. En quelque sorte, les orques sont des organismes génétiquement modifiés. Elfes à l'origine, ils auraient été capturés, emprisonnés et torturés jusqu'à devenir des orques. Cette hypothèse de la création par corruption est corroborée par l'écrivain dans sa correspondance. Il en est de même dans le Silmarillion. Vers la fin de sa vie, l'auteur regrette pourtant d'avoir choisi cette origine elfique et majestueuse pour des créatures aussi exécrables. Cela pourrait être une des raisons pour lesquelles, dans une lettre à son fils Christopher, il ajoute une origine humaine aux orques. Quant aux Uruk-hai, il s'agit d'une nouvelle espèce d'orque, créée par l'Istar Saruman, car tous les Uruk-hai sont des orques, mais tous les orques ne sont pas des Uruk-hai. Une fois de plus, Tolkien ne s'étend pas outre mesure sur leur transformation, laissant place à l'imagination et, pourquoi pas, à la science-fiction. Le magicien blanc a-t-il procédé par manipulation génétique, clonage, croisement? A-t-il recours à une sorcellerie teintée de science? Et surtout, pourquoi cette volonté démiurgique? L'Istar décide de créer une espèce post-humaine améliorée mais monstrueuse, lui devant la vie, composée de sombres rejetons à son service. Ils sont génétiquement plus puissants que les orques, eux-mêmes plus forts que les humains. Et, autre avantage, ils sont non photosensibles, contrairement aux orques, ces créatures de l'obscurité, ces enfants de la nuit. Selon certains critiques, le geste de Saruman serait en réalité la manifestation d'un eugénisme maléfique. L'eugénisme étant l'ensemble des recherches et des pratiques qui ont pour but de déterminer les conditions les plus favorables à la procréation de sujets sains et par là même d'améliorer la race humaine. Plus obéissant, plus puissant, résistant au soleil. Pour le magicien blanc, les Uruk-hai constituent bien une amélioration raciale. Les 3 livres du Seigneur des Anneaux ayant été publiés en 1954 et 1955, les forges d'Isengard feraient-elles écho au laboratoire des nazis? Anticiperaient-elles les questions bioéthiques du clonage aujourd'hui? Telle est, par exemple, la pensée de Kellner. Le clonage est une hypothèse envisagée par les critiques, puisque vous constaterez l'absence apparente de femelles orques. À la création dite naturelle, organique, liée à la fertilité de la nature et des choses qui poussent, chère aux hobbits et en particulier à Sam le jardinier, s'oppose donc la création artificielle, industrielle et plus masculine. Kristeva convoque dès lors le fantasme patriarcal de la création sans utérus, un mythe remontant par exemple au golem, en passant par les expérimentations de Frankenstein, le personnage éponyme du roman gothique de Mary Shelley. Pour mémoire, dans la mythologie ashkénaze, les golems sont des êtres artificiels à forme humaine que l'on dote momentanément de vie en fixant sur leur front le texte d'un verset biblique. Dans tous les cas, orques et uruk-hai sont des créatures sanguinaires et humanicides, héritières de la tradition gothique. Ils incarnent à la fois les soi-disant améliorations et dégénérescences raciales.
puisqu'il semblerait qu'ils aient perdu les qualités humaines pour ne devenir que des bêtes assoiffées de sang et sans libre arbitre. La dégénérescence constitue l'un des principaux tropes gothiques, notamment durant la période victorienne, c'est-à-dire pendant le règne de Victoria de 1837 à 1901. Cette dégradation est symbolisée par exemple en littérature par les vampires, tel le comte Dracula du roman de Bram Stoker. Cette dégénérescence, cet état d'entre-deux, cette oscillation entre le surhomme et la bête se retrouve dans le traitement des corps ambigus des créatures gothiques. Ainsi, le corps du vampire, et plus précisément son hémoglobine, a la capacité de contaminer une victime pour la changer elle-même en buveuse de sang. La crainte victorienne d'un grand remplacement par l'inconnu, l'étranger, le barbare au sens de la Grèce antique, paraît de même se manifester chez Tolkien. La supériorité numérique en puissance des orques menace l'équilibre en Middle-earth, comme le prouve la comparaison dans La Communauté de l'Anneau des montagnes fourmillant d'orques. À cela s'ajoute une nouvelle comparaison à des insectes dans le Silmarillion, les orques se multipliant, je cite, comme des mouches. Ces nombreux soldats sont parfaitement matérialisés par la CGI dans l'adaptation de Jackson. Outre le remplacement par le nombre, les orques menacent la survie de l'espèce humaine par leur régime. Ils sont en effet anthropophages, au-dessus de la chaîne alimentaire, se délectant de la chair fraîche, quelle que soit sa provenance, elfes, humains ou hobbits. Occasionnellement cannibales, il leur arrive de dévorer les leurs. Ainsi, les orques sont bien des créatures monstrueuses, ingrédient souvent incontournable de la littérature gothique. Les archétypes du genre sont soit des antagonistes délétères, des fantômes, des vampires ou des loups-garous. Ils peuvent également être des êtres tordus, corrompus, pervertis ou des monstres de Frankenstein. Tolkien était d'ailleurs conscient de leur caractère diabolique, puisqu'étymologiquement, orc est lié à démon. Ces êtres détestables sont d'ailleurs mis sur le même plan que d'autres entités effroyables. Monstres, hommes mauvais, ou bien trolls, dragons et fell beasts. Il s'agit là des montures volantes des Nazgûl, ressemblant à des ptérodactyles dans l'adaptation de Peter Jackson. Liés à l'obscurité, miroir de leur paysage intérieur maléfique, les orques se multiplient au plus profond des entrailles de la terre, et ce motif funèbre de l'enterrement nous rapproche encore du gothique. Suite à ce portrait en creux, penchons-nous sur la description physique de ces protagonistes. Leur corps est déformé. Ce sont des bêtes humanoïdes, ayant le sang noir, ayant la peau sombre, ayant les yeux bridés et étant immenses. Leur grande taille est une composante, selon Kant, du monstrueux. Cette caractéristique, liée à l'excès de corporalité, comme l'indique Vine, réduit les orques à un corps, les faisant basculer dans la bassesse matérielle, la vulgarité et, implicitement, le manque d'esprit. Effectivement, les serviteurs de Sauron et Saruman semblent manquer d'organisation socio-linguistique. Aux différentes espèces d'orques correspondent une variété de dialectes, si bien que les individus en mal de communication, comme sur une tour de Babel,
sont ironiquement contraints d'avoir recours au langage des humains. Dans l'adaptation cinématographique, cet échec linguistique, cette bestialité est mimée par la musique, les scènes orchesques étant définies par des percussions, plus rudimentaires, moins sophistiquées que les orchestres de cordes accompagnant les exploits des humains ou des elfes. La musique tient une place prépondérante dans l'œuvre de Tolkien. N'est-elle pas la source de toute chose dans l'univers, comme nous l'indique Leinulindale? Isengard, lieu de naissance des Uruk-hai, est sujet à une représentation phonique de la barbare industrialisation de Saruman. Selon le compositeur Howard Shaw, la musique représente l'ère industrielle, avec ses grincements menaçants de rouage, pareils au cliquetis de métal chaotique d'une immense machine infernale. Nous l'avons vu, les Uruk-hai sont créés dans les forges d'Isengard, ce locus infernalis par opposition au locus amoenus, que sont les Édens pastoraux du Shire, Rivendell ou Lothlórien. Selon McLarty, cette modernisation incarne la volonté de dominer, de contrôler la nature. Le domaine de Saruman, ce lieu de rouage et de métal, pour paraphraser Lent Trebeard, abrite des aberrations technico-mécaniques, dignes d'une maléfique révolution industrielle, destinée à créer une armée de guerriers métallisés. Le métal cristallise d'ailleurs un autre topos gothique, comme l'affirment Woodward et Courrelis. Si les Uruk-hai sont autant, voire plus de métal que de chair, pourrions-nous les comparer à des précurseurs des robots dans un contexte médiéval? Si l'idée paraît a priori surprenante, elle n'est pourtant pas complètement dénuée de sens, Tolkien étant un grand lecteur de fantasy comme de science-fiction. Dans sa correspondance, il affirme même son appréciation pour les écrits d'Isaac Asimov, auteur du cycle des robots, inventeur des 3 lois de la robotique, et j'en passe. En outre, le terme robot tire son étymologie du tchèque robota, signifiant travail pénible, corvée, et il désigne un androïde capable d'exécuter des tâches à la place d'un humain. N'est-ce pas là la définition même des Uruk-hai, sbires de Saruman? C'est en tout cas ce que pensent McLarty et Buller, qui les comparent au prolétariat, au sens marxiste du terme. Aberration génético-industriello-mécanique, créature gothique, humanicide, bestiale, sanguinaire.
Les orques seraient-ils caricaturés par les adaptations visuelles? Selon les critiques de l'intermédialité, comme Jürgen Müller ou Mitchell, il est vrai que la littérature laisse une plus grande place à l'imagination. Comme l'écrit Balzac, lire, c'est créer peut-être à deux. Et Isère de compléter, la littérature est interaction dynamique entre le texte et le lecteur. L'auteur et le lecteur prennent donc une part égale au jeu de l'imagination. Dès lors, qu'en est-il des illustrations? Quelle part de créativité propose-t-elle au spectateur? Les images étant plus concrètes qu'un texte, il semblerait qu'elles aient tendance à imposer une interprétation précise. Des stratégies de préservation de l'imagination existent cependant pour les images fixes. À grand renfort de plans larges, dissimulation de détails, jeux d'ombre, ténébrisme ou sfumato, les illustrateurs comme John Howe ou Alan Lee parviennent à préserver une part de mystère. D'un autre côté, il paraît plus délicat d'avoir recours à de tels moyens pour les images mobiles des adaptations cinématographiques. Leur force, mais aussi peut-être leur faiblesse, étant l'hyperréalisme, ainsi que l'omniprésence du détail. Selon Bakhtin, tomber dans le grotesque devient alors un risque avéré. Au cinéma, l'accent peut être mis sur un détail, qui devient alors obsessionnel jusqu'au ridicule, comme les dents en apparente décomposition des orques. Depuis sa création, le grand écran, et surtout l'adaptation cinématographique, est accusé d'infidélité, de trahison, de déformation, violation, bâtardisation, vulgarisation, désacralisation vis-à-vis de l'ouvrage adapté. Le film digère le contenu. Il concentre l'intrigue et les personnages, leur faisant perdre toute leur dimension complexe. Personnification du mal, incarnation du vice, archétype de la perversion? Pas nécessairement. En guise de conclusion, je partage avec vous une lettre de Tolkien dans laquelle il laisse place à la potentielle rédemption des orques, qui n'est d'ailleurs jamais mentionnée dans les films. Le Seigneur des Anneaux, le livre, est d'ailleurs saupoudré de références discrètement empathiques concernant ces créatures. Shagrat et Gorbag, dans les deux tours, se surprennent même à rêver à un monde après la guerre, qu'ils n'apprécient pas, un monde sans chef et sans ordre, un monde dans lequel ils pourraient s'installer avec quelques camarades de confiance et vivre enfin comme ils l'entendent, sans cris et sans fouet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Grand merci pour votre attention. Je suis disponible si vous avez des remarques ou des questions.